Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin pour cette brève présentation sur les résultats que nous allons nous partager avec Denis Duverne et Jacques de Vaucleroy. Nicolas Moreau, François Pierson sont là pour répondre aux questions, ou nous aider à répondre aux questions s'il y en a. Donc, je voudrais revenir, avant d'aller dans le détail des chiffres 2010, redonner un peu de perspective, à la fois d'où nous venons et où nous voulons aller. Qu'est-ce que 2010 montre? Vous allez voir dans les chiffres que c'est une année satisfaisante dans un environnement difficile. C'est un peu aussi une année charnière. AXA a en 25 ans construit des positions qui sont des positions extrêmement fortes dans le monde. Nous sommes la première marque mondiale en assurance. Nous sommes le premier assureur mondial en assurance vie. Nous sommes le troisième ou le quatrième en assurance dommage. Ces positions sont des positions fortes. Elles montrent tout ce qu'a été la progression du groupe. Nous avons traversé, depuis le début de ce nouveau millénaire, 2 crises majeures, en souffrant certes à chaque fois un peu, mais sans problème majeur. Et 2010, c'est une année, à un moment où on a le sentiment que l'économie s'améliore, une année charnière, parce que c'est une année qui à la fois nous a conduit à tirer les leçons de ce qu'a été cette crise et à faire un certain nombre de mouvements, d'efforts, de transformation, de réorientation du groupe pour mieux préparer l'avenir. Alors, je voudrais qu'on m'affiche là. Non, c'est pas du tout ce que je veux, ça. Je voudrais revenir en arrière, si on peut. Voilà, encore. Voilà. Donc, 2010, une année de définition des bases de notre ambition quand nous regardons vers le futur. Une année pour nous adapter aux nouvelles perspectives. Une année dans laquelle nous tirons les enseignements de la crise. Et une année au total satisfaisante avec un environnement difficile. Quand on regarde 2011, avec un environnement mondial qui s'améliore, avec l'ensemble des mesures que nous avons prises pour améliorer nos propres affaires, nous sommes confiants. Et nous pensons que nous pourrons combiner à l'avenir à la fois la croissance qui est dans les gènes d'AXA, qui a été évidemment moins forte pendant ces années de crise, parce que dans les années de crise, tout navire ramène de la toile s'ils veulent passer au travers de la tempête. Et donc nous pensons que nous pourrons combiner croissance et création de valeur parce que nous avons des potentiels significatifs d'amélioration de nos marges sur nos différentes opérations. Alors quand on regarde ce qu'ont été les faits marquants de 2010, avant de revenir aux chiffres, il y a d'abord eu, en termes d'organisation du groupe et en termes de management, un certain nombre d'évolutions pas négligeables. Nous avons créé au début de l'exercice 2010 2 lignes de métier mondial, une sur l'assurance vie, une sur l'assurance dommage, qui viennent se superposer à notre organisation géographique. Pourquoi avoir fait ça? Et c'est Jacques de Vaucleroy qui est le patron de la ligne de Business Vie, en plus de ses responsabilités sur l'Europe du Nord, et François Pierson qui est le patron de la ligne dommage. Pourquoi avoir fait cela? Parce que nous pensons que c'est un moyen d'améliorer le fonctionnement du groupe, de mieux tirer parti des effets d'échelle, de mieux tirer parti de notre technicité dans ces métiers et de renforcer là un avantage compétitif que nous avons sur un certain nombre de nos concurrents. Deuxième élément significatif, nous faisons monter, et c'est normal dans l'évolution d'un groupe, une génération de management nouvelle qui peu à peu prend le relais de ceux qui atteignent des âges où il n'est pas forcément anormal de commencer à penser à sa retraite. Si vous regardez ce que sont les principales opérations du groupe, nous avons aujourd'hui un nouveau patron sur les États-Unis, un nouveau patron sur la France, un nouveau patron sur l'Europe du Nord, un nouveau patron sur le Royaume-Uni, une nouvelle patronne sur les activités d'assurance dommage en Asie du Sud-Est, qui est Gaëlle, qui va quitter ses fonctions sur la communication pour rejoindre cette responsabilité. Donc il y a eu un certain nombre de mouvements de management à l'intérieur du groupe, là encore pour faire monter une génération nouvelle de managers.
L'année a aussi été une année d'évolution, une année de transformation sur le périmètre du groupe. Une des leçons que nous tirons de la crise, c'est la nécessité d'être plus agile en termes d'allocation et de mobilité de son capital. Nous avons vendu des activités traditionnelles au Royaume-Uni. Nous repositionnons ce capital sur les pays émergents. Plus de sélectivité dans les pays matures, plus d'agressivité dans les pays émergents. Nous sommes en voie de finalisation de notre opération en Australie, mais nous avons aussi, dans ces pays émergents, conclu un certain nombre d'accords significatifs. Le plus symbolique d'entre eux est celui que nous avons conclu en Chine avec ICBC. Mais vous voyez que c'est une entreprise en mouvement avec un certain nombre d'opérations significatives. 2010 a aussi eu, je dirais, son lot de mauvaises nouvelles. Le sujet sur lequel l'année 2010 a été, nous a décevantes, voilà. Et l'asset management, sur lequel en fait nous avons fait face à des sorties de capitaux plus importantes que ce qu'on pouvait envisager en début d'année, et sur lequel nous avons eu un sujet ponctuel douloureux sur AXA Rosenberg. C'est clairement le point qui a été un petit peu décevant. Nous avons pris les mesures nécessaires et nous pensons que l'asset management est une des activités sur lesquelles le potentiel de rebond en 2011 et au-delà est le plus fort parce que, vous le verrez tout à l'heure dans les chiffres, la performance s'améliore et parce que ceci devrait se traduire dans l'attractivité commerciale. Sur un plan plus général, 2010 a aussi été une année où, en matière de responsabilité sociale d'entreprise, nous considérons que nous avons fait de véritables progrès. La définition de nos politiques en termes de responsabilité sociale d'entreprise a beaucoup évolué, s'est approfondie. Nous avons maintenant une large palette d'actions concrètes dont nous sommes très fiers. Et je mentionnerai parmi ces initiatives le succès du Fonds AXA pour la recherche. Vous savez que c'est une initiative à laquelle nous consacrons 20 millions d'euros par an pour développer la recherche sur les sujets qui sont les sujets de risque, les sujets de longévité, les sujets de changement climatique, les sujets d'éducation financière. C'est un domaine dans lequel, je dirais, AXA apporte une contribution positive à la société et d'une façon qui nous différencie d'un certain nombre de nos concurrents. Alors, simplement pour aller rapidement sur les chiffres, avant de passer la parole à Denis, que montre 2010? Année satisfaisante dans un contexte difficile parce que les marchés financiers n'ont pas été exubérants, ils se sont redressés dans la fin de l'année, mais le début de l'année a été plutôt difficile. Ça a été une année dans laquelle les taux d'intérêt longs ont commencé par très fortement baisser, ce qui a eu d'ailleurs des impacts sur le cours de bourse, puisque nos activités d'assurance vie ont à ce moment-là probablement généré un certain nombre de questions, mais des résultats satisfaisants. Pourquoi? Parce qu'on constate une augmentation significative de la rentabilité des affaires nouvelles, parce qu'on constate une augmentation significative de cette rentabilité dans les pays matures, où nous avions dit que nous privilégierions les marges. Les marges sur affaires nouvelles ont augmenté de façon très sensible. Elles sont passées dans les pays matures en assurance vie de 16 à 20%. Notre ratio combiné en assurance dommage sur l'exercice courant, malgré les catastrophes naturelles, s'y est amélioré de 2 points. Donc une bonne amélioration des marges dans les pays mûrs, une belle accélération de la croissance dans les pays émergents, puisque le volume des affaires nouvelles en assurance vie a progressé de 25%, puisque quand vous regardez notre portefeuille en nombre de contrats, nous avons 1 300 000 assurés de plus en fin d'exercice par rapport à ce que c'était en début d'exercice, et une très grande partie de cet accroissement vient des pays émergents. Également, une forte génération de cash flow et une forte création de valeur. Nos cash flows opérationnels se sont améliorés significativement. Ils se sont notamment améliorés en assurance vie, où ils continueront d'ailleurs de s'améliorer. Création de valeur parce que l'embedded value du groupe, pardon de ce terme un peu technique, a continué de progresser. Un bilan qui est un bilan robuste. Alors je sais que de ci, de là, parfois on entend des questions sur la solidité bilancielle d'AXA. Je pense que les chiffres sont la réponse. Notre ratio de solvabilité 1 s'est amélioré. Notre ratio, entre guillemets, solvabilité 2 s'est amélioré aussi et montre que nous sommes bien préparés pour l'introduction de ces mesures réglementaires nouvelles. Et nous avons un ratio d'endettement qui est en très légère augmentation à 28%.
Mais nous avons compris que le niveau d'endettement était quelque chose qui parfois souciait un peu un certain nombre d'investisseurs. C'est un ratio que nous entendons piloter dans une fourchette entre 25 et 30 selon le cycle, fourchette avec laquelle nous sommes confortables. Voilà un petit peu où nous en sommes sur 2010. Comment est-ce que nous voyons 2011 et la suite? Et je pense que c'est important, avant d'aller dans le détail des chiffres, là aussi de donner un certain nombre d'éléments clés pour être capable de prendre un peu de recul par rapport à ce que sont les effets de mode. Quelles sont les choses dans lesquelles nous croyons vraiment et sur quoi asseyons-nous nos analyses stratégiques et les paris que nous faisons pour le futur? Ce que nous croyons et ce que nous constatons, c'est que les marchés matures, qui l'année dernière n'étaient clairement pas à la mode, continuent de constituer 80% de la richesse mondiale. Ce qui se modifie, ce sont les flux. 50% de la richesse nouvelle chaque année est créée dans les pays émergents, mais 80% du stock est toujours dans les pays développés. Donc le fait que nous ayons dans ces marchés-là des positions extrêmement fortes est une bonne nouvelle pour nous, est une bonne nouvelle pour nos actionnaires. Il faut continuer à construire là-dessus. Il faut y être plus sélectif et rechercher les poches de croissance dans ces marchés, parce que la croissance est plus différenciée qu'avant. Il faut rechercher les marges, ce que nous faisons de façon plus efficace, je pense, qu'avant. Il faut évidemment progressivement accroître notre positionnement sur les marchés émergents, puisque leur part dans la création de richesses nouvelles est plus forte. Et là-dessus, nous sommes très confiants sur le fait que ce que nous avons fait va dans la bonne direction. AXA n'a pas créé ses parts de marché dans les marchés développés du jour au lendemain. Il nous a fallu 25 ans pour devenir un leader mondial, mais nous avons progressé plus vite que la plupart, voire que tous les autres. Pourquoi ne serions-nous pas capables de faire la même chose en prenant un peu de temps sur les marchés émergents? Et nous avons fait en 2010 un certain nombre d'opérations significatives dans cette direction-là. L'élément suivant, qui là aussi n'était pas très à la mode, nous pensons que la diversification dans nos métiers reste un élément fondamental, parce qu'elle permet de réduire le profil de risque. Alors évidemment, par moment, elle peut sembler moins attractive que d'être focalisée sur tel ou tel segment qui a une croissance un peu plus forte. Mais au total, quand on mesure le résultat à la fin de la course, la diversification est un avantage. Elle permet de réduire les risques. Et de ce point de vue-là, le fait d'avoir des positions fortes comme les nôtres, dans un assez grand nombre de marchés, est véritablement une aide. Nous pensons en matière de distribution, qui est clé dans nos métiers, puisque c'est la clé de la relation avec le client, que le fait d'avoir des réseaux propriétaires est un atout considérable, mais qu'il nous faut aussi avoir de nouveaux réseaux de distribution, le direct, Internet, et être capable de travailler sur l'ensemble de ces réseaux sur une réduction des coûts, parce que c'est cela qui permet à terme d'augmenter ses parts de marché en conservant des propositions attractives pour les clients. Le dernier élément sur lequel je voudrais insister, c'est que nous pensons qu'une gestion active en matière d'asset management, par opposition à une gestion indicielle ou passive, est un avantage compétitif fort, parce que cela permet de mieux rémunérer ses actifs, de donc mieux rémunérer ses clients et ses actionnaires. Et c'est le choix que nous avons fait en ayant deux sociétés d'asset management. Donc autour de ces fondamentaux, que construisons-nous? Eh bien, nous restons focalisés sur notre cœur de métier, comme nous l'avons toujours été, c'est-à-dire l'assurance et la gestion d'actifs. Nous recherchons la diversification et nous cherchons à tirer parti des effets d'échelle. Qu'est-ce que nous essayons de faire différemment depuis la crise? Parce que dans la crise, nous avons aussi fait nos erreurs et il faut apprendre de ces erreurs, même si ces erreurs n'ont pas été aussi graves qu'ont pu l'être des erreurs commises par certains autres groupes qui ont eu plus de difficultés dans cette crise. Eh bien, il faut que nous soyons plus agressifs sur notre allocation de capital, comme je l'avais dit. Il faut que nous renforcions notre risque management, ce que nous avons fait. Nous avons, sur certaines branches de produits, subi en fait des risques extrêmes qui étaient plus forts que ce que nous pensions. Il fallait donc que nous renforcions notre risque management. Nous l'avons fait. Il faut aussi que nous accordions une importance probablement un petit peu plus grande que ce que nous faisions dans le passé à la sensibilité des investisseurs sur ce qu'est notre ratio d'endettement. Donc nous expliquons davantage sur ce sujet. Nous sommes confortables au niveau actuel. À terme, nous le diminuerons progressivement.
Voilà où nous en sommes, je dirais, sur les éléments fondamentaux. Je propose maintenant que Denis reprenne dans le détail ce que sont les éléments précis sur les comptes de cette année, qui encore une fois a été une année que nous jugeons satisfaisante dans un environnement difficile, satisfaisante puisqu'elle nous conduit à proposer une augmentation de 25% du dividende. Merci Henri. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais donc vous présenter les résultats financiers d'AXA en commençant par le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires a atteint 91 milliards d'euros en progression de 1% en valeur absolue et en baisse de 1% à taux de change comparable. En assurance vie épargne retraite, nous avons une baisse à périmètre comparable, enfin à taux de change comparable de 3%, qui est imputable principalement à la France, aux États-Unis, à l'Australie et au Japon, compensée en partie par la région Méditerranée et la Suisse. En dommages, on a une progression de 5% en nominal et de 1% à taux de change comparable, à 27 milliards 4 d'euros. Dans les pays matures, le chiffre d'affaires est resté stable, alors que nous connaissions une forte progression du direct et des marchés émergents. En asset management, en gestion d'actifs, le chiffre d'affaires a progressé de 5%, principalement lié à une augmentation des actifs gérés du fait d'échanges et de la progression des marchés financiers. Vous voyez que sur le plan géographique, notre chiffre d'affaires est très diversifié puisqu'il est en gros à 60% sur l'Europe et à 40% sur le reste du monde. Je crois que ce qui caractérise notre activité en 2010, plus encore que les années précédentes, c'est cette différence entre les marchés matures et les marchés émergents. Sur les marchés à forte croissance, en assurance vie, nos affaires nouvelles mesurées sur cette base traditionnelle qu'on appelle APE, c'est-à-dire prime périodique plus 1/10 des primes uniques, la croissance des affaires nouvelles a été de 25% en volume sur ces marchés à forte croissance. En dommages, la croissance des primes sur les marchés à forte croissance était de 6% et la croissance du direct était de 19%. Donc la distribution directe par téléphone et par Internet, de plus en plus par Internet, progresse fortement chez AXA où nous sommes présents sur plus de 10 marchés. Passons maintenant au résultat. Le résultat opérationnel est quasiment stable à 3 880 milliards d'euros, en légère hausse en valeur absolue, en baisse de 3% à taux de change comparable. L'essentiel de la baisse vient de la gestion d'actifs dont a parlé Henri de Castres, où la baisse est de 26%. Les chiffres sont plus ou moins stables sur les autres segments. Et je reviendrai plus tard sur la baisse sur la gestion d'actifs. Notre résultat courant, c'est-à-dire après prise en compte des plus et moins values réalisées, a progressé de 20% à 4 317 millions d'euros. Cette progression est liée au fait à la fois qu'on a réalisé un peu plus de plus-value, mais surtout qu'on a eu beaucoup moins de provisions pour dépréciation durable. Enfin, le résultat net à 2 749 millions d'euros est en baisse de 26%, mais si on exclut la perte exceptionnelle liée à la cession d'une large partie de nos activités d'assurance vie au Royaume-Uni, le résultat progresserait de 18% en 2010. Forte création de valeur qu'on peut exprimer de deux façons. On voit que le dividende par action augmente de 25%. On propose un dividende correspondant à un taux de distribution de 40% de notre résultat courant. Donc, vous savez qu'on a une fourchette de 40 à 50% du résultat courant. On s'est mis au bas de la fourchette, mais ça fait quand même une progression du dividende de 25% à 69 centimes. Un rendement de 5,5% sur la base des cours au 31 décembre et de 4,5% sur la base du cours d'aujourd'hui. Notre embedded value par action, c'est-à-dire la richesse de l'entreprise hors affaires nouvelles, a progressé de 11% à 14,9 euros. Le rendement opérationnel était de 24%. Il a été réduit par la baisse des taux d'intérêt, mais au total, on a bien une hausse de 11% de notre embedded value. Le groupe s'attache de plus en plus à augmenter sa capacité de remontée de cash depuis ses filiales.
C'est les cash flows disponibles au niveau des holdings. Ces cash flows atteignaient 3,7 milliards en 2010 contre 3,1 en 2009, ce qui fait qu'après distribution du dividende et charges financières, il nous reste 1,3 milliard d'euros disponibles pour 2010 contre 1,2 à fin 2009. Donc on a une flexibilité financière qui est satisfaisante. Je vais maintenant rentrer un peu plus dans le détail sur chaque ligne de métier, en commençant par la vie épargne retraite. Henri vous a dit que nous étions leader mondial dans ce segment, avec une présence dans plus de 30 pays et plus de 40 millions de clients. Là encore, une présence géographique répartie sur l'ensemble des régions du monde, avec un poids de l'Asie à près de 20% et un poids des États-Unis à 17%, le reste étant sur l'Europe et l'Amérique latine. Nous avons une présence qui est aussi très équilibrée par ligne de métier au sein de l'assurance vie épargne retraite, avec la prévoyance qui représente 31%, les fonds généraux 25%, les unités de compte 31%. Et puis un poids important des réseaux propriétaires, 46%, les courtiers et intermédiaires financiers indépendants représentant 39%, et nos partenaires principalement bancaires, 15% de notre activité. En assurance vie épargne retraite, on a eu cette année une baisse en volume de nos affaires nouvelles de 2%, mais une augmentation assez forte de nos marges sur affaires nouvelles qui sont passées de 18 à 22%. Si on regarde les différents segments l'un après l'autre, on voit que la partie la plus rentable, c'est l'activité de prévoyance et de santé, pour laquelle nos marges ont augmenté de 41 à 47%, avec une légère baisse de volume, principalement due à l'interruption d'un produit cancer au Japon qui n'était pas profitable. Sur l'activité fonds général en épargne, on a eu une contraction de volume plus importante de 11%. Pourquoi? Mais parce que dans une période de très bas taux d'intérêt, ce qui était le cas dans le monde sur l'essentiel de l'année, vous avez vu qu'il y avait eu une forte remontée des taux d'intérêt au dernier trimestre, mais après une très forte baisse des taux d'intérêt dans le reste de l'année. Cette activité fonds général, quand les taux d'intérêt sont très bas, n'est pas très rentable, en tout cas la première année. Et donc on a une marge sur affaires nouvelles sur cette activité qui est à moins 1% sur l'année. Et donc nous avons été prudents sur les volumes. Les unités de compte sont restées stables, mais leur marge s'améliore beaucoup puisque les marchés actions ont été un peu favorables et que nous avons, comme on vous l'a dit déjà à plusieurs reprises, modifié le dessin et le prix de nos produits variable annuities aux États-Unis et qu'on a donc redressé très sensiblement la profitabilité des variable annuities. Quand on regarde les résultats opérationnels de nos différents segments au sein de l'assurance vie, on voit qu'une grosse partie de la profitabilité dans les résultats du groupe vient de la prévoyance et de la santé, dont le résultat avant impôt est resté stable à un peu plus de 2 milliards d'euros. On voit un léger redressement de l'activité fonds général. En dépit du fait que les taux d'intérêt étaient très bas en 2010, on a légèrement réduit les taux crédités à nos assurés et donc la part qui revient à l'actionnaire a légèrement augmenté. Et sur les unités de compte, on voit une légère progression qui est liée au redressement des marchés. Et on a isolé dans le petit carré rouge, petit rectangle rouge, la part de la profitabilité des variable annuities américaines qui a été un peu en baisse en 2010, mais qui est restée largement positive. Au total, le résultat opérationnel de l'assurance vie à change constant progresse de 1%, avec une augmentation de la marge d'investissement, une augmentation de la profitabilité sur les unités de compte et une baisse de la marge technique, principalement du fait de la non-récurrence d'éléments exceptionnels positifs en 2009 et d'une baisse de la profitabilité des variable annuities en 2010.
Passons maintenant à l'assurance dommage, avec tout d'abord un aperçu général. Comme Henri vous l'a dit un peu plus tôt, l'assurance dommage est devenue extrêmement importante chez AXA au cours de la dernière décennie. Nous sommes maintenant le 3e ou 4e assureur mondial en dommages, avec une présence dans 30 pays et plus de 55 millions de clients. Nous avons une présence géographique qui est dans l'ensemble des régions du monde, avec évidemment une domination de l'Europe. Nos réseaux propriétaires représentent 50% de notre distribution, 40% pour les agents, 10% pour le direct, et les réseaux tiers, l'autre moitié. En termes d'équilibre de notre portefeuille, 62% correspondent à des lignes individuelles, lignes de particuliers, 38% des lignes commerciales, avec une forte dominante de l'assurance automobile. Donc le chiffre d'affaires dommages a progressé de 1% à périmètre échange comparable, et on voit une évolution assez contrastée entre les particuliers et les entreprises. Sur le segment des particuliers, le chiffre d'affaires a progressé de 4%. On a eu une progression des tarifs de 3,8% et une forte collecte net, je dirais, de 1,4 million de nouveaux clients, principalement sur le direct et les pays émergents. Au total, donc, forte progression d'activité d'assurance de particuliers. Sur l'entreprise, on a une baisse de 3%, en dépit d'une augmentation de tarifs de 2%, qui s'explique par une politique de souscription plus sélective et puis un recul des montants assurés, parce que la crise économique en Europe a fait que les entreprises avaient des masses assurables en diminution et que ça affecte négativement le montant des primes qu'elles nous payent. Notre ratio combiné est resté stable à 99,1%, donc un bon ratio combiné. Ce ratio combiné se décline en deux éléments. Un ratio combiné de l'exercice courant à 102,4 qui s'améliore de 2 points. Ce ratio combiné exercice courant est négativement impacté par des événements, par des catastrophes naturelles qu'on a eues à la fois en début d'année en France et en Belgique et en fin d'année avec le froid au Royaume-Uni. Donc 1,7 points de ratio combiné contre 1,9 points l'année dernière, alors qu'on estime qu'une année normale, les événements naturels représentent à peu près 1 point de ratio combiné. Et puis des moindres bonus sur antérieurs, donc nous provisionnons nos sinistres de façon prudente, et nous avons chaque année des bonus sur exercice antérieur qui représentent 3,3 points de ratio combiné contre 5,4 points l'année précédente. Donc ce qu'il faut retenir, c'est stabilité au total avec amélioration du résultat courant malgré des événements naturels supérieurs à la moyenne. Le résultat opérationnel du dommage baisse de 2%, là aussi corrigé des effets de change. En réalité, il est stable. Ça vient de ce que j'ai indiqué sur le ratio combiné et d'un résultat financier stable. Passons maintenant à la gestion d'actifs. Donc vous savez qu'AXA a 2 asset managers, AXA Investment Managers et AllianceBernstein, qui sont assez différents dans leur origine, dans leur constitution et dans leur mix de business, avec je dirais une dominante produits obligataires et expertise alternative chez AXA Investment Managers et une dominante action chez AllianceBernstein. Géographiquement, une dominante Europe pour AXA Investment Managers, États-Unis et Asie pour AllianceBernstein. Si on prend en compte l'ensemble de nos actifs sous gestion, AXA est le 6e gestionnaire d'actifs mondial. Alors, vous pouvez constater que nos actifs sous gestion de nos 2 asset managers ont légèrement progressé en 2010 à 878 milliards d'euros. Il y a un effet marché qui est positif de 53 milliards, un effet collecte qui est négatif de 44 milliards, puisque on a eu une collecte négative et chez AXA IM et chez AllianceBernstein, et un effet de change qui est positif, donc conduisant à une progression de à peu près 5% des actifs gérés.
Le chiffre d'affaires, donc, du fait de cette progression, a atteint 3,3 milliards d'euros. Si on regarde le résultat opérationnel de la gestion d'actifs, il a baissé de 26% à 269 millions d'euros, ce qui est évidemment décevant. C'est l'effet de deux mouvements contradictoires. D'abord, 2009 avait bénéficié de 62 millions d'euros d'effets fiscaux positifs exceptionnels chez AllianceBernstein. Et en revanche, 2010 est affecté par une provision de 66 millions d'euros au titre de l'erreur informatique chez AXA Rosenberg. En dehors de ces deux éléments, le résultat progresserait de 12%. Avant de terminer sur la gestion d'actifs, je voudrais dire un mot sur la performance d'investissement. Pour dire que chez AllianceBernstein, la performance d'investissement depuis mars 2009 est très sensiblement supérieure aux indices. Elle a été bonne, je dirais, 3 trimestres sur 4 en 2010, avec le deuxième trimestre qui était défavorable et tous les autres qui étaient favorables. Chez AXA Investment Managers, la décollecte chez AXA Rosenberg a été en partie compensée par 9 milliards d'euros de collecte positive dans l'ensemble des autres expertises, traduisant là aussi une performance d'investissement qui est reconnue par nos clients. Donc, malgré cette situation négative à court terme, nous pensons que notre activité de gestion d'actifs est bien positionnée pour l'avenir. Si on passe maintenant à quelques mots sur le bilan d'AXA, nos fonds propres ont progressé de 3,5 milliards d'euros pour atteindre 49,7 milliards d'euros à fin 2010. Nous avons, ces fonds propres incluent ce qui est dans le carré en haut à droite de ce slide, des plus-values latentes en augmentation à la fois sur les actions et sur les obligations. Il ne comprend pas des plus-values latentes aussi légèrement en augmentation sur l'immobilier. Notre portefeuille d'actifs a peu changé dans le courant de l'année 2010. Il est dominé par un portefeuille obligataire qui représente 83% de nos actifs. Le reste est à peu près sans changement. Un mot pour dire que notre exposition aux pays périphériques de la zone euro ne nous inquiète pas. Elle représente à peu près 11 milliards d'euros après participation des assurés et après impôts. Et donc nous sommes, je dirais, bien préparés pour affronter la situation actuelle. Notre bilan est resté stable ou s'est renforcé en 2010. Ratio de solvabilité 1 en progression à 182%, résultant à la fois de la contribution du résultat net et de la légère baisse des taux d'intérêt entre fin 2009 et fin 2010. Notre modèle interne, je dirais base solvabilité 2, non encore validé par notre superviseur, indique une solvabilité à 175% contre 167% il y a un an. Et notre ratio d'endettement s'est très légèrement dégradé, passant de 26 à 28%. C'est principalement le résultat d'effets de change défavorables sur notre dette. Donc nous avons un bilan solide en cette fin d'année 2010 qui nous positionne bien pour le futur. Et je passe la parole à Henri Decastre en vous remerciant pour votre attention. Merci Denis. Je vais conclure rapidement parce que les chiffres, vous venez de les entendre. Donc 2010, comme je le disais tout à l'heure, des résultats satisfaisants puisqu'ils nous permettent d'augmenter le dividende de 25% dans un environnement qui n'a pas toujours été facile. Une année également de mouvement pour le groupe. Si je regarde 2011 va être une combinaison de la poursuite d'actions de long terme avec une focalisation sur ce que sont les exigences de court terme. Sur les exigences de court terme, pour retenir les choses symboliques, je dirais qu'on va continuer d'améliorer notre cash flow opérationnel en assurance vie, segment sur lequel on pense générer 1,7 milliard de cash flow en 2011, ce qui montrera un doublement sur 3 ans, 2009, 2010, 2011. En assurance dommage, on pense qu'on va atteindre le seuil symbolique de 100% en ratio combiné exercice courant. Le ratio tous exercices, évidemment, sera meilleur. Sur la base des efforts de productivité et des efforts d'augmentation de tarifs. On pense qu'il y a une capacité de rebond significative sur la gestion d'actifs, comme Denis vous l'a dit. Et
Voilà, on pense donc que les choses se présentent de façon, je dirais, raisonnablement positive. Alors, si je prends une perspective un peu plus longue, par quoi, enfin, ou comment est-ce que je caractériserais de façon très simple ce que nous voulons faire? 3 mots, à mon avis. Sélectivité, agressivité, efficacité. Sélectivité parce que nous voulons, dans les pays matures, nous concentrer sur les poches qui combinent la croissance et les marges. Et donc, nous aurons une allocation de capital un petit peu plus agressive entre les pays et à l'intérieur même des pays, entre les différentes branches de métiers. Agressivité parce que nous pensons que, construisant sur la force de ce que sont les positions que nous avons établies depuis 20 ou 25 ans, nous pouvons faire dans le monde émergent et sur les nouvelles formes de distribution preuve d'une certaine agressivité pour y construire les mêmes positions progressivement que celles que nous avons acquises dans les marchés mûrs. Efficacité, parce qu'il nous semble que le bénéfice de notre taille, le fait que notre profil de groupe soit diversifié, le fait que nous nous soyons organisés en ligne de métier, va nous permettre de réaliser des gains de productivité significatifs qui nous permettront d'augmenter ou d'améliorer le caractère convaincant de notre offre vis-à-vis de nos clients, tout en nous aidant à conforter nos marges. Donc voilà où nous en sommes. Après plusieurs années de turbulences extérieures, mais aussi années au cours desquelles on a maintenu le cap en termes d'équilibre de nos métiers, nous sortons de 2010 avec une grande confiance dans l'avenir parce que nos métiers sont des métiers de croissance, parce que nous considérons que le groupe est bien positionné, parce que nous pensons que nous tirons les leçons de ce qu'ont été les insuffisances révélées par la crise. Voilà, en quelques mots, et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. On va vous apporter un micro et si vous avez la gentillesse de vous présenter. Oui, bonjour, Thomas Urbain de l'agence France Presse. Je voulais revenir sur la France et la vie. Quand on regarde, on est je crois à moins 14% sur les affaires nouvelles. Sur le dernier trimestre, particulièrement le 4e trimestre, je crois qu'on est même à moins 20%. Je voulais juste savoir si, donc vous avez évoqué la sélection, le fait que l'approche était un peu différente, mais je voulais savoir si ça vous inquiétait un peu peut-être. Par ailleurs, sur le dommage, vous avez le résultat d'exploitation baisse de 2%, malgré les augmentations tarifaires et une très faible dégradation du résultat du ratio combiné. Donc je voulais savoir si vous pouviez expliquer un peu mieux d'où venait cette baisse. Ok, je vais demander à Nicolas et à François de prendre la première question. Tu prends la seconde. Nos chiffres d'assurance vie combinent deux choses. Il y a d'abord la partie individuelle et ensuite la partie collective. Sur la partie collective, pour commencer, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, 2009 avait été une année exceptionnelle avec de nombreux contrats de retraite collective qui avaient été rentrés, particulièrement au 4e trimestre 2009. Donc quand vous regardez le 4e trimestre 2009 par rapport au 4e trimestre 2010, une grosse partie de l'écart provient de cet élément. Les gros contrats de retraite arrivent par paquet. Il y en a eu beaucoup en 2009, il y en a eu moins en 2010. Donc ça explique une grosse partie de l'écart Q4 2009-2010. Après, sur les lignes individuelles. Sur les lignes individuelles, il a été décidé au début de l'année 2010, d'arrêter la souscription de gros tickets garantis en France, en particulier venant des partenariats bancaires et des CGP. Cette décision nous a amené à perdre 800 millions de primes par rapport à l'année d'avant. Maintenant, si on enlève ces éléments qui étaient, donc cet élément de gros tickets qui était assez peu profitable et qui amenait une grosse volatilité dans notre stock de réserve, puisque c'était souvent des contributions qui étaient là à court terme pour la trésorerie de family office ou même des trésoreries d'associations, eh bien, nos réseaux de distribution sont en croissance. En particulier, au 4e trimestre, on a eu une croissance très importante en ligne individuelle, avec un taux d'UC qui est lui aussi extrêmement important, puisqu'on est à 20% de taux d'UC pour un marché qui est à 14%. Donc on est sur nos réseaux propriétaires,
en croissance de 25% d'une année sur l'autre, en ligne individuelle, pour nos UC, et stable pour l'euro. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Donc, et c'est une tendance qui se continue sur 2011. Vous allez voir sur 2011 des éléments un peu spéciaux sur le marché. Comme la loi a été passée, la réglementation a été passée cet été d'interdire les taux garantis sur les gros tickets, on voit actuellement une sortie importante sur le marché. C'est un élément de marché, c'est pas un élément avec ça, de ces tickets, de ces gros tickets, qui vont plutôt se réinvestir sur du dépôt bancaire. Donc ça a un impact important sur la structure du marché. François, tu veux rajouter? Oui, je veux parler des résultats PNC d'une manière globale et pas sur la France, puisque Nicolas pourrait le faire. D'une manière globale, nous sommes contents de notre année, de l'année 2010 en PNC. Ce qu'il faut regarder sur l'amélioration du résultat, c'est le ratio combiné courant. C'est celui qui montre quel a été notre résultat en 2010. 2010 n'a pas été, d'une manière générale, je veux dire, une année facile pour les assureurs dommages, puisque pour la deuxième année consécutive, on a eu des tempêtes et des catastrophes naturelles significatives. En 2009, on avait déjà eu des CatNat qui représentaient 1,9 point du ratio combiné, et en 2010, on a eu des CatNat qui ont représenté 1,7 point de ratio combiné. Malgré ça, malgré ce maintien de cette sinistralité de catastrophes naturelles, nous avons amélioré notre ratio combiné de 2 points. Notre ratio combiné courant. Donc c'est pour vérifier la qualité de l'activité de l'assureur PNC que nous sommes, c'est ça qu'il faut regarder. Donc on l'a amélioré principalement par une augmentation des prix, certes, une augmentation des prix de 3%, qui a été sans doute celle qui a été, et particulièrement en France, qui a été, nous avons été ceux qui avons augmenté le plus nos prix, tout en retrouvant ça dans notre ligne de croissance sur le marché des particuliers. Sur le marché des entreprises, en termes de croissance, on a un chiffre d'affaires qui a baissé parce que nous avons recherché là la restauration de la rentabilité technique, comme vous l'avez vu sur des slides. Donc pour résumer, nous sommes contents de notre année 2010 en IARD, en dommages, et nous prévoyons une amélioration de ce ratio combiné courant en 2011, avec à nouveau une augmentation des prix général, et à nouveau sur le risque d'entreprise, sur le risque commercial lines, une amélioration stricte du ratio combiné. En ce qui concerne le résultat au total, le résultat de tous exercices, le ratio combiné de tous exercices, il est en légère dégradation, puisque nous avons eu moins nous avons mis moins de boni et de montants de réserve que dans les années précédentes. C'est dans la composition de notre résultat global. Mais et quant à la baisse à laquelle vous faites allusion, il s'agit de comparer là d'une comparaison avec les comparaisons pro forma, c'est-à-dire avec des effets de change qui sont intervenus. Hors effet de change, le résultat s'améliore. Juste pour revenir une demi-seconde sur ce que vous a dit Nicolas sur l'assurance vie, c'est une très claire illustration de ce que j'appelais tout à l'heure la sélectivité. Pourquoi faire du volume en affectant du capital sur des affaires qui ont des marges faibles ou nulles en Europe ou en France, quand la réallocation de ce même montant de capital sur d'autres lignes de métier en Europe, comme la prévoyance ou la santé, ou sur pratiquement l'ensemble de nos lignes de métier dans les pays émergents, génère des marges qui sont des marges beaucoup plus fortes. Et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre dans ce qu'a été une des caractéristiques de l'année 2010. Au total, il y a une stabilité du chiffre d'affaires, mais cette stabilité apparente cache des mouvements de réallocation qui sont significatifs
vers des segments de métiers qui ont des marges plus importantes. Et je pense que c'est une des leçons à tirer de la crise pour les institutions financières. Il faut être plus flexible sur son allocation de capital et il faut l'allouer en priorité sur les lignes qui génèrent les marges les plus élevées, quitte à accepter, dans un certain nombre de marchés, une baisse de son chiffre d'affaires, parce qu'on peut trouver une croissance supérieure dans d'autres endroits. Question suivante. Bonjour, Anne de Guigné au Figaro. BNP Paribas a annoncé ce matin qu'il passait une dépréciation sur sa participation dans AXA. Dans la foulée, toutes les dépêches titraient « BNP n'atteint pas le consensus à cause d'AXA ». Et voilà, j'imagine que vous avez regardé ça de près. Et je me demandais dans quelle mesure vous pensiez que ça pourrait modifier, la question est un peu naïve, mais les relations entre les deux groupes. Et une question plus technique sur le ratio d'endettement. Je crois que vous nous avez dit que vous vouliez naviguer entre 25 et 30%, et ensuite le diminuer progressivement. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus. Bon, sur la première question, comme toujours, vos questions sont jamais naïves. Non, je veux dire, BNP arrête toujours ses comptes de façon très prudente, et en fait, ce que la BNP a fait, c'est mettre sa participation dans AXA au niveau de ce qu'était le cours à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire pratiquement le moment où il avait le plus baissé. Sachant que depuis, le même cours a remonté de 26 ou 27%. Donc, c'est dans le cadre de ce que sont les règles, comptables, une approche prudente. Ça ne modifie en rien la qualité des relations entre les deux groupes sur le long terme. Sur le ratio d'endettement. Non, sur le ratio d'endettement, je crois que vous avez bien compris je pense que vous avez bien compris le message que vous donnez, Henri, c'est-à-dire qu'il est à 28 et qu'on pense qu'il est bien de le maintenir dans une fourchette comprise entre 25 et 30, avec à moyen terme l'ambition de se rapprocher de 25 plutôt que de se rapprocher de 30. C'était ça le message. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on gère de façon pragmatique, parce que les mêmes choses vues à des moments différents peuvent prendre des noms différents. Pour m'étendre 2 secondes sur le sujet. Dans les périodes dans lesquelles les marchés sont stables, le monde croît normalement, ce que les gens avaient l'habitude de dire, c'est AXA gère son capital de manière efficace ou très efficace. Et puis dès que l'aversion au risque monte, on nous dit « Oh là là, est-ce que vous n'êtes pas trop endetté ?» Bon, bien, on navigue entre ces deux choses. Nous ne sommes pas là pour gérer le groupe à court terme, on est là pour le piloter à long terme, pour maximiser sa performance à long terme. On prend en compte le fait que pendant la crise, nous nous sommes aperçus que le marché était un peu plus sensible que ce que nous pensions, ou plus sensible que ce que nous pensions au taux d'endettement. Donc on est plus précis sur la guidance qu'on donne en termes de taux d'endettement. On est aujourd'hui à 28. On pense que le range raisonnable, c'est entre 25 et 30, en fonction de ce qu'est le cycle, en fonction de ce que sont aussi les opportunités de croissance ou d'utilisation de son capital. Je pense que c'est un signe assez clair, que c'est aussi un signe assez pragmatique. Question suivante. Lionel Garnier, Le Revenu. Est-ce que, en page 33, où vous donnez le détail de votre actif, des actifs du Fonds général, il y a une très forte remontée des obligations d'État, à une période où les taux sont particulièrement bas. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques clés pour comprendre ça ? Est-ce qu'il faut comprendre que c'est une gestion optimale de vos fonds propres, puisque c'est là où finalement les fonds propres sont les moins nécessaires d'avoir de fonds propres quand on investit sur des obligations d'État plutôt que d'investir sur des actions. Mais quand on voit le parcours des actions depuis le début de l'année, on se dit que finalement il y aurait peut-être du risque plus rémunérateur ailleurs, même si c'est plus coûteux en fonds propres. Donc est-ce que vous pourriez nous donner quelques clés pour comprendre ce choix ? Merci. Excellente question, Denis. Bon, alors il y a plusieurs effets dans cette augmentation des obligations d'État. Il y a un premier effet qui est la baisse des taux d'intérêt, donc la valeur de ces obligations d'État a augmenté mécaniquement sans qu'on réinvestisse. Il y a un deuxième effet qui est un effet de change. L'euro s'est déprécié par rapport aux autres monnaies, ce qui fait que nos obligations d'État en yens, en dollars, en livres sterling, en francs suisses
se sont appréciés et donc leur montant en euros a augmenté. Il y a un troisième effet qui est un léger investissement net en obligations d'État, mais il est très faible. Et puis il y a un quatrième effet qui est une augmentation des ce qu'on appelle des repos, qui sont en fait des obligations d'État que l'on met en pension et qu'on utilise pour investir ailleurs. Donc il y a un peu d'effet de levier au sein du bilan du fait des repos. Donc au total, je peux vous assurer que l'investissement net en obligations d'État a été très mesuré dans le courant de cet exercice, mais il y a tous ces effets qui se cumulent dans le même sens. Et d'une manière plus générale, pour répondre à votre question sur les allocations d'actifs et l'appétit pour le risque, nous sommes entrés dans un monde, je dirais, avec les IFRS en 2004 et 2004-2005 et avec Solvency 2 qui voit se poindre à l'horizon en 2013, dans un monde dans lequel on est mark-to-market à cause des IFRS et on a des charges en capital correspondant à nos actifs risqués qui sont assez sévères. Donc je pense que notre allocation aux actions, même si c'est un actif qui sur le long terme a beaucoup de valeur, va rester dans les 4 à 5%. Notre allocation dans l'immobilier va rester aux environs de 5%. Notre investissement dans les alternatives pourrait augmenter un petit peu pour aller de 3 vers 5%, mais on ne va pas changer fondamentalement notre allocation entre les différentes classes d'actifs. Et enfin, au sein des obligations, la répartition entre obligations d'État et obligations d'entreprise devrait toujours tourner aux environs de moitié-moitié. On cherche à garder une proportion importante d'obligations d'État parce que c'est ce qui nous fournit une éventuelle liquidité en cas d'urgence, au cas d'une remontée forte des taux qui conduirait par exemple les assurés à venir racheter leurs contrats. Donc cette allocation que nous avons là, oui, c'est vrai qu'elle est relativement peu risquée, mais elle correspond au monde dans lequel nous vivons. Question suivante. Oui, le micro arrive. Bonjour, Benjamin Julien, La Tribune. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la nécessité sur les pays matures de rechercher des poches de croissance qui permettent de dégager des marges supérieures, notamment en vie. Je serais intéressé de savoir quelle est votre vision de où seront ces poches de croissance dans les années à venir. Alors, ça dépend évidemment des marchés locaux, mais si on essaye de dessiner les tendances, et puis je vais peut-être demander à Jacques de dire un mot, mais globalement, il nous semble que sur les métiers de protection, prévoyance, santé, il y a des poches de croissance. Il nous semble également qu'avec le retour de l'appétit pour le risque, dans toute la partie unité de compte, il y a également du potentiel. Mais Jacques, peut-être veux-tu en dire plus, puisque tu as la responsabilité de la ligne de Business Vie mondiale. Non, je crois que c'est le domaine dans lequel on veut travailler. Donc clairement, la prévoyance est un domaine dans lequel nous voyons pas mal de perspectives. La santé aussi. Dans ce cadre-là, par exemple, en Allemagne, cette année-ci, en 2010, nous avons lancé, et nous étions le premier assureur à le faire, un produit, dépendance. J'ai l'habitude de dire en anglais, long-term care, qui est un produit, en fait, je dirais, qui vient vraiment en addition à la couverture procurée ou par la sécurité sociale ou par les assureurs, je dirais, au sens santé du terme, et qui a démarré avec pas mal de succès. On a vendu plus de 20 000 contrats pour une première année alors qu'on a lancé ce produit au mois de mai. Donc je dirais prévoyance, santé, et alors en effet toute la partie investissement, mais la partie investissement un peu plus risquée, un peu plus diversifiée, avec des produits avec ou sans capital garanti, et donc là aussi nous voyons, je dirais, une opportunité dans la plupart de nos marchés. Donc je dirais que la question est vraiment de pouvoir à la fois travailler le volume, mais avec un œil sur la profitabilité, et c'est ce qui a été fait dans l'ensemble de nos pays mûrs en 2010 et qu'on continuera à faire en 2011. Question suivante. Bonjour, Thomas Carla pour la GFI. Vous avez aussi beaucoup parlé, après les pays matures, d'agressivité dans les pays émergents. J'aimerais savoir quels sont justement les
les perspectives pour 2011 et quels sont les pays où vous souhaiteriez peut-être vous implanter. On sait que certains assureurs cherchent aujourd'hui des relais de croissance en Amérique latine. Est-ce que c'est une zone, par exemple, où vous pourriez vous renforcer? Oui, alors, d'abord, il y a un point que je voudrais faire, parce qu'il est intéressant. On a souvent dit qu'on n'était pas assez agressif, en retard, etc., sur les émergents. En réalité, quand vous regardez ce qu'est la réalité des opérations faites aujourd'hui sur les émergents depuis le début de la crise, vous constaterez qu'il y a extrêmement peu d'opérations et que nous en avons fait la plupart. Quand vous regardez ce que nous avons fait sur les émergents depuis 2007, on a pris des positions en Russie, on a pris des positions au Mexique. On est sur la voie de la réalisation complète de notre opération en Asie du Sud-Est. On a passé des accords très significatifs en matière de banque assurance avec de très grosses banques, pas seulement en Chine. Donc on a été plus agressif, je pense, que la moyenne des acteurs. Et on entend continuer à l'être. On a pris position dans un certain nombre de marchés qui sont des marchés pas forcément de très grande taille, mais qui sont des marchés sur lesquels on pense qu'on peut faire de belles marges, comme l'Azerbaïdjan, l'Ukraine, la Biélorussie, etc., etc. L'Amérique du Sud est effectivement un des endroits dans lesquels aujourd'hui, si on prend l'Amérique du Sud au strict sens géographique du terme et qu'on n'y inclut donc pas le Mexique, c'est un des endroits dans lesquels nous n'avons pas de présence. Et c'est donc quelque chose que nous regardons avec beaucoup d'attention, parce qu'il nous semble qu'il y a un certain nombre d'économies en Amérique du Sud, pas toutes, mais le Brésil et la Colombie, parmi d'autres, sur lesquels il peut, un jour ou l'autre, se présenter des opportunités. Et idéalement, nous aimerions y augmenter notre présence. Question suivante. S'il n'y a... Ah si, une question. Deux questions. Droite d'abord, gauche ensuite. L'alternance. Oui, j'avais une question sur Solvency II, notamment de savoir si vous alliez revoir vos allocations d'actifs en actions et comment vous allez gérer ça. Et deuxièmement, si on pouvait avoir un commentaire sur toute la situation avec le squat de Jeudi Noir. Merci. Tu veux commenter sur l'allocation ? Sur l'allocation, donc, je vous ai dit qu'on était à 4% en actions et que c'était en anticipation de Solvabilité 2. Donc, on n'a pas l'intention de modifier sensiblement cette allocation. Je vous ai dit qu'elle se situerait entre 4 et 5% et c'est bien dans l'anticipation de Solvabilité 2. Alors, sur le squat de Jeudi Noir, en deux mots, bon, il s'agit de l'occupation d'un immeuble de bureau qui se trouve en face par des squatters. Immeuble de bureau qui n'est pas aux normes de sécurité, qui n'est certainement pas un immeuble de logement, qui était vide pour des raisons de transformation, entre guillemets. Nous avons écouté ce que disait Jeudi Noir. Nous leur avons proposé, puisqu'il se trouve que dans nos expositions immobilières, nous avons une filiale qui a de très nombreux logements sociaux. Nous leur avons proposé des logements sociaux s'ils le souhaitaient. Voilà. Je ne ferai pas plus de commentaires. Autre question. Michel Monagem de Achak Laosat. Monsieur le Président, lorsqu'on s'est vu il y a quelques mois, vous m'avez expliqué que vous avez de projets de développement dans la région Méditerranée, Moyen-Orient, Proche-Orient et dans le Golfe. Je voulais savoir, à la lumière des derniers développements qui sont d'ailleurs en cours, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous allez être plus prudent? Est-ce que vous allez renoncer? Est-ce que vous allez continuer? Dites-moi quelle est votre stratégie aujourd'hui. Merci. Écoutez, Jean-Laurent Granier, qui est le patron de la région Golfe et Méditerranée, est là dans la salle, donc je vais lui demander d'élaborer un peu, mais je dirais un petit mot d'introduction. Effectivement, il nous semble que l'ensemble du Moyen-Orient est une zone dans laquelle on peut progressivement augmenter nos expositions. Nous avons des affaires qui se développent très bien et qui sont très profitables dans le Golfe, sur lesquelles nous souhaitons continuer à investir. Nous avons des activités très profitables au Maroc, en Turquie, sur les marchés sur lesquels nous avons des positions de leadership. Et Jean-Laurent, tu peux peut-être dire un mot de ce que sont les projets de développement. Le micro arrive.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, nous restons bien sûr extrêmement intéressés par cette zone parce que c'est une zone où les besoins de couverture en assurance sont extrêmement importants. C'est une zone qui a un très fort dynamisme démographique, des ressources naturelles très grandes, des économies en plein développement. Parfois, bien sûr, quelques situations politiques qui ont besoin de se stabiliser, mais ce qui nous intéresse dans notre métier, c'est de voir que les besoins en prévoyance, les besoins en assurance santé, les besoins d'assurance d'entreprise, l'émergence de l'assurance auto, tous ces besoins sont en train de fortement se développer dans tous ces pays. L'année dernière, Henri de Castres le disait, nous avons eu des chiffres d'affaires qui ont progressé très fortement, 16% sur l'assurance dommage en Turquie, 8% dans l'ensemble de la région du Golfe, également de progression, et donc nous avons des centres d'intérêt répartis dans ces différentes zones à forte croissance. Nous regardons bien sûr la Turquie et tout ce qui est autour de la Turquie. Henri de Castres a mentionné l'Azerbaïdjan, c'est une zone qui est turcophone et sur laquelle nous pouvons bénéficier des savoir-faire que nous avons dans notre filiale turque qui est numéro 1 sur ce marché. Concernant la région du Golfe, nous sommes très bien implantés dans l'ensemble des Émirats arabes unis. Nous sommes en train d'avoir une forte croissance également en Arabie saoudite et nous maintenons notre intérêt pour cette zone. Bien sûr, quand il y a de l'agitation, nous avons en tête la sécurité de nos collaborateurs et donc nous prenons toutes les mesures qui s'imposent. Mais de manière générale, nous sommes confiants et nous considérons que pour l'avenir, c'est une zone sur laquelle la présence d'AXA a vocation à se renforcer dans beaucoup de ces pays, compte tenu des besoins fondamentaux en assurance qui ne sont pas couverts aujourd'hui et qui sont à couvrir dans l'avenir. La présence en Afrique du Nord est également quelque chose d'important. Nous sommes, suivant les années, le premier ou le deuxième assureur dommage au Maroc, mais toujours en croissance. Et comme vous le savez, parce que c'est abondamment rapporté par la presse, nous étudions actuellement la capacité à nous implanter en Algérie. Merci Jean-Laurent. Question suivante. Oui. Bonjour, c'est Stefano Montefiori du Corriere della Sera. Vous aviez déclaré que dans les derniers 10 ans, il n'y a pas eu de crise majeure des sociétés d'assurance en Europe. Vous n'avez pas eu de crise majeure avec Generali, ce sont les seules exceptions. Vous estimez que vous avez eu des choix semblables, AXA et Generali. Il y a des raisons de fond à cause desquelles vos deux sociétés ont réussi à échapper à des crises plus graves dans les derniers 10 ans? Je ne vais pas me lancer dans une exégèse comparée des stratégies, mais je pense qu'il y a un point commun entre les deux sociétés, c'est qu'elles sont toujours restées focalisées sur leur métier, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas cherché à pénétrer des territoires différents. Notamment à un moment où, quand on parlait de banque assurance, la mode était à acheter ou à fusionner avec des grosses banques universelles. AXA et Generali ont fait partie des acteurs qui ont su résister à cette mode. Nous avons développé nos activités de banque assurance, mais sous la forme d'accords de distribution ou sous la forme de joint venture d'assurance avec les banquiers, comme nous l'avons fait de façon très spectaculaire avec Montepaschi, qui est une affaire qui marche très très bien, parce que c'est une affaire dans laquelle les intérêts des parties sont alignés. Voilà. Oui. Comme produit additionnel. Oui, il y a une question au fond. Bonjour, Giuliana Licini de l'agence de presse Radio Corps de Milan. Encore une question sur l'Italie. Est-ce que vous êtes satisfait de votre présence? Est-ce que vous pensez de vous renforcer ou peut-être à des acquisitions? Jean-Laurent, tu veux répondre? Alors, nous sommes très satisfaits du développement de nos activités en Italie, puisque c'est un marché extrêmement important pour le groupe et pour la zone Méditerranée. Nos principales activités sont organisées autour de 2 grands réseaux. Notre réseau propre d'agents généraux, d'AXA Assicurazioni, et le partenariat avec la banque Monte dei Paschi, qui est, comme vous le savez, la plus ancienne banque d'Italie et le 3e réseau dans ce pays. Nous avons également une société de direct dont le développement est tout à fait satisfaisant sur ce marché. Alors,
c'est un marché extrêmement important, c'est un marché dans lequel il est possible de faire des progressions de chiffre d'affaires tout à fait significatives, notamment par le fait que la capacité à diffuser des produits d'assurance dommages ou de prévoyance par le biais de la banque assurance est moins avancée en Italie que ce qu'elle est en France, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la plus grande confiance dans notre partenariat avec la banque MPS, parce que c'est une banque qui a 7 millions de clients. C'est une banque qui bénéficie d'une image de marque extrêmement forte sur le marché italien. Et en associant nos deux images, nous pensons que nous avons une percée importante à faire sur le marché italien. Nous avons d'ailleurs une publicité qui va démarrer dans les jours qui viennent à la télé italienne de ce côté-là. Du côté de la présence de nos agents généraux, nous avons des agents extrêmement professionnels qui sont très similaires dans leur professionnalisme et leurs caractéristiques et le volume moyen de portefeuille à ce que nous avons de meilleurs comme agents généraux en France. La profitabilité de ces agents généraux est extrêmement importante et quand on regarde le panorama de nos activités dommages, l'amélioration de profitabilité sur notre réseau d'agents généraux et dans la société AXA Assicurazioni est une des plus fortes que nous avons eues dans le groupe dans les dernières. Donc nous avons un intérêt total pour ce marché et je dirais que chaque fois que nous pouvons croître sur ce marché, chaque fois que nous pouvons nommer de nouveaux agents généraux ou en recruter, puisque c'est un marché assez ouvert de ce point de vue-là, eh bien, nous veillons à ne pas laisser passer l'occasion et à nous renforcer sur un marché qui est à la fois profitable et prometteur. Autre question? Oui, pardon. Estelle Durand, l'Argus de l'assurance. Il y a quelques mois, vous aviez annoncé des objectifs en termes de réduction des coûts. Où en êtes-vous à ce niveau-là? Par quoi ça se traduit exactement aujourd'hui? Écoutez, il n'y a rien de changé. On a annoncé des objectifs sur le dommage et sur la vie au niveau des lignes de métier global. François, tu veux dire un mot sur la mise en œuvre de ces programmes pour le dommage? Oui, on a annoncé un plan qui nous amène en 2015, hein, donc avec un tableau de marche de réduction successive de notre expense ratio. Donc en 2011, on verra le début du voyage vers 2015, mais en 2011, on verra concrètement qu'il y a une baisse de l'expense ratio. En tout cas, c'est ce que nous attendons. Une baisse qui sera évidemment pas à deux chiffres, hein, mais un chiffre vis-à-vis après une virgule, mais qui sera de l'ordre de nous attendons 0,4% de baisse de notre expense ratio. Ce qui veut dire que nous sommes mis en marche dans notre plan de réduction des coûts et coûts qui sont affectés à l'activité dommage. Mais pareil aussi pour l'activité d'assurance vie. Le message qui est à retenir, nous avons un plan, nous le construisons de plus en plus avec l'ensemble des pays d'AXA. En 2011, c'est le début. Hein, ce qu'on constate qu'en 2010 d'ailleurs que nos expenses ont été flat, à peu près flat, et en 2011 on verra le commencement de la décroissance. Le commencement de la décroissance. Sur la vie, tu veux dire un mot? Je crois que c'est exactement, la démarche est parallèle. En vie, on travaille avec un ratio qu'on appelle le cost income, donc qui est en fait un ratio de productivité qui relaye les revenus et les coûts. Et donc il faut le voir dans cet ordre-là. Il est sûr que au plus les revenus augmenteront, au plus la hausse des coûts peut être acceptée. Au moins les revenus augmentent, au plus la réduction des coûts doit être importante. Donc on est dans un plan à 5 ans avec un objectif 2015 qui doit se traduire par des étapes. Et il est clair que, je dirais, il faudra donc voir ce plan dans la durée sur les 5 prochaines années. Et l'évolution est similaire ou est parallèle avec ce que François vient de décrire pour le PNC. Question suivante. Oui, encore une question. Oui, Laurent Thévenin, les Échos. Deux questions en fait. Une sur Solva 2. Je veux savoir quels enseignements vous avez tiré du KISS 5. La deuxième sur l'assurance directe. Je veux savoir quels étaient vos projets en la matière et les marchés les plus prometteurs. D'accord. Sur QIS 5, je crois que la réponse la meilleure, c'est de dire work in progress. Hein?
C'était un test de plus fait par la Commission européenne. Ça montre à la fois qu'il y a un certain nombre de choses qui vont dans la bonne direction, ça montre aussi qu'il y a un certain nombre de choses qui ont encore besoin d'être réglées si on veut que le calibrage final corresponde à ce qu'étaient les orientations de la directive votée par le Parlement. Donc voilà, je veux dire, les discussions continuent. L'industrie a une bonne qualité de dialogue avec la Commission européenne et les superviseurs. On est dans la phase finale d'atterrissage. Comme vous l'avez vu sur les ratios que nous donnons, nous estimons que nous sommes bien préparés pour l'introduction de Solvency II. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas encore besoin sur le projet tel qu'il est aujourd'hui conçu d'amélioration souhaitée par l'ensemble de l'industrie. Un point important, c'est que l'industrie européenne est vraiment totalement alignée sur ce sujet. Voilà. Sur le direct, on a des projets de développement en direct. C'est un des segments qui croît très rapidement. Ça fait partie des nouveaux modes de distribution et des zones dans lesquelles nous pouvons chercher de la croissance. Et François va en dire un mot. Oui, sur 2010, la croissance sur le direct a été forte, autour de 20%. Il y a des secteurs d'activité, enfin nos implantations sont à peu près partout dans le monde, enfin à peu près. Nous sommes implantés en Europe continentale, au UK, et en Asie, en Corée et au Japon. Nous avons donc, je viens de le dire, une croissance forte de notre activité. Pour nous, avec une entrée en portefeuille, une augmentation du nombre de nos clients importante sur le direct et une amélioration de notre résultat technique. Donc malgré et dans cette amélioration du résultat technique, on compte des start-up qui ont été lancées, Jean-Laurent l'a peut-être dit, en Italie, qui ont été lancées en Pologne, donc des nouvelles activités qui font que l'équilibre technique est plus long à venir. Voilà, donc c'est clairement un métier que nous pensons savoir faire et que nous allons développer là où nous pourrons. C'est un des métiers montants d'AXA, puisque en direct on a maintenant 4 millions de véhicules du particulier en portefeuille. 4 millions, c'est quasiment l'entité la plus importante d'AXA en véhicules, en moteur, en assurance automobile du particulier. Là encore, pardon de revenir sur quelque chose de très général, mais je pense que c'est une très bonne illustration de ce qu'est la stratégie de multidistribution dans le groupe. Nous avons des réseaux propriétaires traditionnels qui sont des réseaux très efficaces par leur proximité avec le client, qui sont des réseaux qui ont des structures de coûts plus fortes que les modes de distribution directe, mais sur lesquels nous avons des bonnes marges. Nous ne voulons pas négliger ce qu'est le potentiel des modes de distribution comme le direct. Et donc, nous avons les moyens de combiner les deux en ayant une stratégie pragmatique marché par marché, parce qu'il y a des marchés dans lesquels nous n'avons pas de réseau propriétaire, et là on peut être très agressif sur le direct. Il y a des marchés dans lesquels nous avons des réseaux propriétaires, et là il faut être plus subtil dans la capacité à développer plusieurs réseaux en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou est-ce que nous arrêtons la séance? S'il n'y a plus de questions, je vous remercie et je vous propose de nous en tenir là.